Bonsoir, ici Daniel Breton pour Montréal Autoprix Division hybride électrique. Mon électrochoc de la semaine, on va parler d'autonomie. Autonomie affichée versus autonomie réelle. On va parler d'indicateurs d'autonomie, de précision ou d'imprécision. Et on va faire tout ça avec Yannick Asselin, vous connaissez tous. Bonsoir Yannick. Ça va? Ça va très bien. Oui. Écoute, moi je vois régulièrement sur les médias sociaux des gens qui se posent des questions. Comment ça se fait que je fais pas plus de kilométrage avec ma voiture? Puis là, il y a des gens qui affichent des autonomies totalement surréalistes, à savoir qu'ils font 800 puis 1000 km avec une voiture électrique. Bref, les gens qui connaissent moins ça deviennent tout mêlés et je pense que c'est normal. On va essayer de démêler ça ce soir. Et toi, on va partir de 4 cas. La Chevrolet Bolt, la Chevrolet Spark, la Tesla Model 3 et la Nissan Leaf de première génération. Fait que commençons avec la Chevrolet Bolt, puis toi, comment tu peux expliquer aux gens l'autonomie, là, comment ça fonctionne dans la vraie vie? C'est comme une voiture à essence. T'sais, une voiture à essence, tu vas, l'EPA ou le constructeur va te dire, mais la voiture roule à 10 litres au 100. Mais c'est sûr que si tu te mets à l'écraser, à rouler à 120 km sur l'autoroute, tu vas consommer plus d'essence. C'est exactement la même chose qu'une voiture électrique. Donc, si, comme exemple dans le cas de la Bolt, l'EPA dit pour un modèle 2017, 2018, 2019 que l'autonomie est de 383 km. Ces chiffres-là sont basés, parce qu'eux, quand ils font les tests, c'est 55% en ville, 45% sur la grande route. Fait que c'est comme ça qu'eux arrivent avec le chiffre de 383. Mais l'hiver, on va faire moins que ça à cause du chauffage, la densité de l'air, les pneus d'hiver qui sont installés. Puis l'été, on va faire plus. Ouais. L'autre affaire aussi, c'est que si on roule plus en ville, vu qu'il y a la régénération qui va se faire, on va faire plus de kilométrage électrique qu'on ne fera pas nécessairement. Exemple, comme moi, dans mon cas, je fais presque exclusivement de la grande route. Donc, je vais avoir tendance à moins faire de kilomètres que qu'est-ce que les gens vont faire. Exemple, quelqu'un va faire de la ville. Fait que, exemple, une boat en ville, ça va arriver souvent que les gens vont dire j'ai fait tout du 450, 475, même 500 km l'été. Moi, quand j'arrive à côté de 430 l'été, là, c'est beau, là. Puis là, il faut aussi, évidemment, si on est dans l'été, calculer l'air climatisé qui prend une partie de l'énergie. Mais rappelle-toi, cet été, quand on avait fait le fameux test sur la route avec les 5 véhicules électriques, la Bolt s'en était tirée quand même en faisant de l'autoroute à 100 km/h pour se rendre ici. Pris dans le trafic, évidemment, pour se rendre à Rawdon. Et en revenant entre 90 et 110 km/h pour se rendre au Madrid, la Bolt avait quand même fait avec l'air climatisé, allumé, je te dirais 3 quarts du temps, pas loin de 475 km d'autonomie. Donc, ça veut dire qu'il y a moyen de faire beaucoup plus d'autonomie en été que l'autonomie annoncée par le constructeur. Et c'est pas juste le cas de la Bolt, c'est le cas de toutes les voitures. Oui, c'est exactement ça. Parce que, en tout cas, moi, ce que je me suis aperçu au niveau de la boîte, c'est que c'est plus profitable de rouler avec l'air climatisé que les vitres baissées. Un, à cause, quand les vitres baissées, mais tu perds L'aérodynamisme. tu perds l'aérodynamisme. Puis l'autre chose aussi, étant donné que le système est au refroidi au liquide, mais c'est parce que l'air climatisé va refroidir la batterie. Fait qu'on dirait qu'elle veut t'en donner plus. Fait que, tu sais, puis l'air climatisé, honnêtement, en tout cas, dans le cas de la boîte, si on regarde quand on allume l'air climatisé, oui, l'autonomie descend, mais réellement, la consommation électrique, elle reste à 1 kWh. C'est rien, là. Alors que le chauffage a beaucoup plus consomme beaucoup plus que l'air climatisé C'est ça. pour une Chevrolet Bolt, ça c'est clair. C'est clair. Fait que, tu sais, l'hiver, à moins 10, ça va se tourner 5-6 kW. À moins 25, c'est 7. Fait que, tu sais, ça consomme plus. Si on dit, par exemple, il y a des gens qui ont des Chevrolet Spark électriques comme celle-là. Moi, je le sais, j'ai vu des gens qui disaient, moi, ma Chevrolet Spark électrique en hiver, j'ai de la misère à faire 60-70 km d'autonomie quand il fait très froid. Moi, c'est drôle parce que j'en ai eu une avec ma blonde qu'on a eu justement pendant tout l'hiver. Puis quand il faisait trop froid, c'est descendu à 80-85, jamais en bas de ça. Puis en général, en hiver, on faisait entre 90 et 105-110. Évidemment, on ne mettait pas le chauffage au maximum. On s'assurait de faire du préchauffage. Ça, c'est un élément qui est extrêmement important en hiver. Si on ne fait pas de préchauffage, on a froid, puis là, on met le chauffage au maximum. C'est sûr que ça va tirer beaucoup de jus. Donc, tout ça, ça devient des trucs pour faire en sorte d'être plus efficace et d'avoir plus ou moins d'autonomie. Mais il y a des gens qui ne semblent pas au courant de ça. Non, il y a beaucoup de... Parce que c'est plate à dire, on reparle toujours de ça, moi et toi, quand on se rencontre. C'est toujours le fait que le représentant, quand ils vont prendre livraison du véhicule, l'auto n'est pas expliqué. Fait que, tu sais, le système de chauffage, il faut que ça soit expliqué. Il faut que ça soit bien expliqué pour qu'ils comprennent.
Dans le cas de la Beauce, je viens encore faire une vidéo sur ma chaîne YouTube, parce que les gens ont beaucoup de questions par rapport à ça. Les gens essaient de réinventer le système quand le système à la base est déjà très simple, très efficace. Laisser l'auto aller puis faire ça. C'est sûr que le préchauffage, comme tu as dit, ça aide beaucoup l'hiver. On va prendre l'énergie de la maison, on va prendre l'énergie de la batterie. On va avoir moins tendance à craquer le système de chauffage parce qu'on a froid l'hiver. Fait que c'est toutes des petites affaires même qui fait qu'on va gagner 1 et 1 et 1 et 1. Qu'on va arriver en bout de ligne, on va faire, exemple, dans ton cas, avec 100 km, puis l'autre à côté va faire juste 60. C'est des petites affaires comme ça, des petits trucs 1 à 1 à 1. Là, fait que... Oui, absolument. Puis une autre chose dont on parle pas beaucoup, mais moi j'ai entendu des cas de certaines personnes, dont Jean Gariepi, qui ont changé leurs pneus, ce qui a changé leur autonomie. Parce que lorsqu'on a des pneus d'origine, en général, on a des pneus ce qu'on appelle à basse résistance de roulement, qui sont faits justement pour être énergétiquement efficaces. Bon, pas toujours aussi sexy, pas toujours la bonne tenue de route, etc. Mais le but de ces pneus-là, c'est d'être efficace. Toi, est-ce que tu pourrais me parler d'une expérience par rapport à ça? Parce que j'ai un modèle en particulier en tête qui traînait chez Bourgeois, qui avait des pneus particuliers. Ouais, tu parles de la botte Apocalypse qu'on a appelée. Oui, exactement. Ouais, c'est, comme que je dis souvent, c'est la crampe au cerveau de Hugo Janson, le propriétaire. C'est qu'il a fait un stunt de publicité. Là. Il a montré la botte. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un lift kit en bon français. Là. On a surélevé la suspension de 2 pouces. On a mis des gros pneus à crampons comme ça serait un tout-terrain. Et un support de toit. Et un support de toit. Mais tu sais, il y a zéro... comment je pourrais dire ça? De combien ça diminue l'autonomie? On fait à peu près 240 l'hiver, l'été avec à peu près. 240 l'été avec. Fait que donc, ça veut dire qu'on peut dire que l'autonomie est diminuée d'au moins 30 avec ces 3 facteurs-là qui ne sont pas des facteurs si importants que ça quand on y pense. Oui, c'est vraiment ça. 30 facilement. Moi, l'hiver, j'ai calculé à peu près qu'on perdait, juste avec les pneus d'hiver, on perdait à peu près 10 Peu importe la voiture que c'est à peu près un 10 qu'on va perdre. Parce que c'est pas la même résistance qu'on a au niveau du, etc. Oui, parce qu'on n'a pas des pneus à basse résistance de roulement en hiver, parce que déjà qu'on a des problèmes de résistance, c'est-à-dire qu'on a des problèmes de traction. Fait qu'on ne veut pas avoir des pneus qui n'ont pas de traction quand il y a de la glace. C'est ça. C'est exactement ça. C'est sûr qu'un constructeur, j'ai en tête, là, un fabricant de pneus, que lui dit que c'est un pneu faible résistance. Nokian R3, pas le nommer, là, mais lui, il dit que c'est des pneus à faible résistance. C'est-tu vrai, c'est pas vrai? Est-ce que ça veut dire que tu dérapes plus? C'est un très bon pneu, par contre. Je sais pas, je dérape plus, parce que j'ai pas de problème avec ça. Ça arrive souvent que je mets mes pneus, les Nokian sur mes véhicules à moi l'hiver. Mais c'est un pneu qui dérape plus qu'un autre. Je sais pas. Okay. Est-ce que c'est un pneu qui consomme moins qu'un autre? Honnêtement, j'ai jamais fait un test. Je vais prendre une auto avec et ça dans la même journée, puis dire, OK, je fais le trajet de A à B. Ça serait un enfer à faire, ça, par exemple. OK, parfait. Donc, là, on est rendu avec une voiture comme une Chevrolet Spark. On va parler maintenant d'une voiture comme une Tesla Model 3. Là, il y a des gens qui se disent déçus de la Model 3 parce que la cote d'autonomie officielle selon l'EPA d'une Tesla Model 3 Short Range Plus est de 386 km. Et contrairement, par exemple, à une Hyundai Kona, qui a une autonomie affichée de 416 km, mais qu'en hiver, on peut facilement faire 450-500 km et plus, ou une Bolt, ou une Niro. La Model 3 Short Range Plus, qui a une cote de 386, les gens ont de la misère à faire plus que la cote. Et ça, je trouve ça étonnant, parce que quand je compare avec toutes les autres voitures de tous les autres constructeurs, il semble que la façon dont ils ont calibré leur voiture, elle a été faite pour être spécifiquement testée dans les conditions optimales pour obtenir cette autonomie-là. Donc, ça veut dire qu'il est difficile de dépasser, alors que pour à peu près toutes les autres voitures, à dépasser de 20-30 %, c'est pas difficile en été. C'est très facile. Évidemment, il y a des gens qui vont me dire, oui, mais une Model 3, contrairement par exemple à une Chevrolet Bolt, une Model 3, ça a une batterie entre 50 et 53 kWh versus une Bolt qui a une batterie de 60 kWh versus une Kona qui a une batterie de 64 kWh. Donc, il va dire, c'est une voiture efficace. Oui, mais la cote d'autonomie demeure quand même, grosso modo, la même que celle d'une Niro ou celle d'une Bolt, mais qu'en été, tu es capable d'avoir une meilleure autonomie avec une Niro ou une Bolt qu'avec une Model 3 Short Range Plus. Ça, je dois t'avouer que je trouve ça quand même étonnant. Mais c'est qu'est-ce qu'on avait constaté quand on avait fait les tests, la fameuse fin de semaine qu'on avait faite.
Tu sais, arriver avec une Bolt qui avait une consommation moyenne de 12,1, je pense qu'on avait eu un chiffre de même, 12,1, 2,9, là, peu importe. Ouais. Mais de mémoire, la Tesla, je pense que c'était arrivé une fois qu'il y avait une petite. Ben, Je me souviens plutôt en fait, la Kona, la Bolt et la Model 3 avaient des consommations pas mal similaires pendant tout le test. Sauf que la Model 3, ayant la plus petite batterie, c'est celle qui se montrait particulièrement efficace. Mais d'un autre côté, tu disais, bon, au final, on est arrivé à la fin du premier arrêt avec beaucoup plus d'autonomie avec la Kona, la Niro, la Bolt que la Model 3 Short Range Plus. Et ça, c'est sûr que ça peut être décevant pour les propriétaires de Model 3 parce que les autres, ils disent, ben, si je fais normalement 386 annoncés, je devrais être capable de faire 450, 500 en été. C'est extrêmement difficile. La plupart du temps, les gens font moins. Donc, ça, je dois avouer que c'est une chose particulière à la Nissan, à la Tesla. Si on va du côté de Nissan, justement, parce qu'on parlait de Nissan, du côté de la Nissan Leaf, la Nissan Leaf de première génération, ben, tu as eu différents battery packs, tu as eu le 24 kWh, le 30 kWh. On parlait d'une autonomie en 2011, 12, 13, autour de 120 à 130 km, autonomie affichée. Et le mode 2017, tu peux l'avoir avec une batterie de 30 kWh qui te donnait une autonomie affichée de 172 km. OK? Mais là, le problème est à moins l'autonomie que l'afficheur d'autonomie. Là, on va parler de précision du gasometer ou de l'afficheur projeté d'autonomie. Ça, j'aimerais ça que tu m'en parles. C'est sûr, je vais revenir toujours à la Bolt parce que c'est ça que je connais ou la Spark. OK? Quand on avait fait les tests la fin de semaine, on s'est aperçu que c'était à peu près elle qui était la plus précise dans les choses. Ouais. Parce que on dirait que l'algorithme qui fait que cet affichage-là apparaît, OK, on dirait qu'il... Cela dit, la Kona et la Niro aussi étaient très précises. Oui, c'est ça. Mais comme je vous dis, je reviens toujours à mon affaire parce que c'est le bout que je connais le plus. Ouais. Mais l'algorithme, on dirait qu'il est très, très, très bien fait pour arriver qu'il se réajuste assez rapidement tout le temps. Ouais. Fait que c'est sûr que le gasometer, ça dépend comment Nissan a fait leur gasometer. Ouais. Tu sais... Ça dépend aussi comment on conduit. Hein? Oui, beaucoup, parce que c'est sûr que si on a une accélération, comme je disais tantôt, beaucoup plus foudroyante qu'un autre à côté, ça va jouer sur le gasometer. Si on roule plus que, exemple, on devrait rouler 100 km/h, mais si on roule 110, pardon, si on roule 110, ça va venir changer le gasometer. Mais c'est toutes des petites affaires de même qu'il faut, à l'heure de conduire une voiture électrique, on se réajuste. T'sais, je me souviens, les premiers temps, je conduisais une voiture électrique, ma femme me disait, t'es donc bien rendu pépère. Tu pèses plus rien, tu décolles, tu roules plus 110, 120. Ah oui, mais c'est parce qu'on veut faire le maximum. On vient, comme je disais souvent au début, à cause de la fameuse petite boule qui nous dit comment, dans ce cas, dans le cas des Chevrolet, là, qui nous montre comment conduire un véhicule. On vient freak la boule après 2-3 mois, après ça, on passe. T'sais. Tu veux pas perdre la boule? Non, c'est ça. mais écoute, c'est drôle que tu dis ça, hein, parce que, écoutez, on est chez Montréal Autoprix, division hybride électrique. On est au 5600 boulevard métropolitain Est. Je vais vous raconter une histoire. Moi, la première voiture neuve à essence que j'ai eue, c'était en 1984. C'était une Ford Tempo. OK? Et avant ça, j'avais un gros Pontiac Le Mans 1976 qui consommait beaucoup. Mais lorsque mon indicateur d'autonomie, c'est-à-dire la jauge à essence, m'indiquait vide, il me restait à peu près 50 km d'autonomie. Donc, je rapporte la voiture chez le concessionnaire, je prends possession de ma voiture neuve, je pars, puis là, ça indique vide. Bon, il m'a dit, il doit rester 50 km. Et non, je suis tombé en panne juste ici sur Métropolitain par un beau samedi matin à 6 h du matin. Et j'ai poussé ma voiture jusqu'à la station-service au coin de L'Angelier et Jean Talon. Je peux vous dire que j'en ai poussé une shot. Fait que, donc, l'imprécision de la jauge d'essence qu'on voit sur certaines voitures, ben, dans le fond, on peut dire la même chose de l'indicateur d'autonomie pour des véhicules électriques. Exactement la même chose. Ouais. Tu sais, c'est qu'est-ce qui fait que le calcul dans ce véhicule-là se fait bien, dans l'autre se fait moins bien. Ça, c'est les ingénieurs de la compagnie qui pourraient répondre à cette question-là. Et d'ailleurs, chez Nissan, ils se sont beaucoup améliorés avec la deuxième génération. C'est beaucoup moins imprécis que c'était auparavant. Mais c'est certain qu'à un moment donné, tu apprends à composer avec tout ça. D'ailleurs, il y a des propriétaires de Tesla qui me disent, moi, je ne regarde pas l'autonomie restante, je regarde le pourcentage restant. Et ça, j'ai entendu ça aussi chez des propriétaires de Nissan. Donc, tout ça pour dire que si vous voulez avoir le maximum d'autonomie avec votre voiture électrique, il y a quelques trucs. Premier truc, conduisez de façon stable. C'est-à-dire les gens qui sont toujours comme ça avec la pédale à essence, là, ou l'accélérateur, parce que l'on ne parle pas d'essence, bien, c'est sûr que vous allez être beaucoup moins efficace au volant, n'est-ce pas? C'est la grande route.
Autres trucs? C'est la grande route, le cruise control, le régulateur de vitesse. Ouais. Ça va faire qu'on va avoir moins tendance, comme disait, à jouer Ouais. dans les choses comme ça. Puis la voiture va avoir moins tendance, quand on descend, mais d'accélérer, elle va pouvoir ralentir, elle va récupérer de son énergie. C'est sûr qu'en montant, elle va prendre un peu plus parce qu'elle veut rester à son kilométrage, mais ça évite d'avoir des hausses et des baisses dans la vitesse. Ouais. Ben, puis dans la consommation d'énergie. OK? Autre truc, essayez de ne pas conduire trop vite. C'est-à-dire que si vous roulez à 100 km/h versus 120 km/h, bien, la consommation d'énergie va normalement augmenter de 15 à 20 pareil comme sur une voiture à essence. Parce que, dans le fond, c'est très simple, c'est de l'aérodynamique. Et plus votre véhicule, c'est-à-dire moins votre véhicule est aérodynamique, plus il va être affecté par l'accélération. Ça, c'est clair. Donc, si vous conduisez, par exemple, une Kia Soul, qui est moins aérodynamique, mettons, qu'une Tesla Model 3, elle va être plus affectée à plus grande vitesse. C'est exactement ça. C'est pour ça des fois on va dire qu'il y a un aérodynamisme comme un truck. Oui, oui. Ou un grille-pain. Ou un grille-pain, c'est exactement ça. Mais c'est sûr que l'aérodynamisme va avoir beaucoup plus. C'est sûr qu'on aurait. Là, on n'a pas regardé les coefficients d'aérodynamisme dans les cas des véhicules, mais j'aurais tendance à dire, juste à regarder les voitures, que la Tesla, c'est à peu près la meilleure cote d'aérodynamisme. Et la Spark, ben, c'est probablement la moins efficace du lot. Ça, c'est clair. C'est ça. Autre truc, si vous conduisez en hiver, ben, le préchauffage est extrêmement important pour faire en sorte que vous soyez plus efficace avec la quantité d'énergie que vous allez consommer. C'est-à-dire que si vous ne préchauffez pas votre voiture, que vous embarquez dans la voiture, que vous mettez le chauffage au maximum, vous allez gaspiller énormément d'énergie pour rien. Il y a une chose, je veux juste ouvrir une parenthèse. Quand on dit préchauffage, là, pour monsieur, madame, tout le monde, là, oui. Vous partez votre char à distance. C'est juste ça que c'est. Ouais. Tu sais, les gens comprennent. Partez votre char pendant qu'il est branché. C'est exactement ça. Mais pour revenir à ça, tu sais. Non, mais explique-le, c'est important. Là. Quand on dit qu'on part le véhicule à distance ou qu'on fait un préchauffage, c'est qu'au au lieu de prendre l'énergie de la batterie pour réchauffer la voiture et se réchauffer au niveau de la batterie en elle-même, s'il y a un système de réchauffement liquide, c'est qu'on va prendre l'énergie de la maison. Ouais. OK? Pardon. Là, on prend l'énergie de la maison pour réchauffer le véhicule. C'est le réchauffer l'habitacle, donc on ne perd pas d'énergie. Et surtout, si vous avez un système de refroidissement au liquide, si vous ne partez pas votre véhicule à distance, vous allez vous embarquer dedans, ça se peut que le système dit « Ah, il y a ce qu'on appelle un préconditionnement qui va se faire. Là, ça va prendre l'énergie de la batterie pour rien, vous allez perdre l'autonomie. » Oui. Donc, on dit ne pas conduire de façon saccadée, ne pas conduire trop rapidement, ne pas conduire avec un véhicule trop chargé pour rien. C'est-à-dire que moi, j'ai des amis, je ne donnerai pas de nom, qui se promènent avec 100 livres d'équipement dans le coffre pour rien. Ça, évidemment, vous perdez de l'efficacité. C'est ça, c'est entre moi et Dominique, mais Dominique prend moins d'énergie, lui, dans son char. Ouais. Point de vue du poids, là, je parlais. Non. Mais ça veut dire qu'il faudrait que tu perdes du poids, mon cher Yannick. C'est ça que je fais, là. Fait que tout ça, c'est des petits trucs. Mais dites-vous une chose, c'est que à un moment donné, vous allez apprendre à conduire votre voiture de façon efficace. Regardez votre tableau de bord. Votre tableau de bord, dans toutes les voitures électriques ou les voitures hybrides ou les voitures hybrides rechargeables, vous indique la manière la plus efficace de conduire. Quel que soit le système, ils ont tous des manières de vous expliquer comment conduire de façon plus efficace. Donc, analysez votre voiture, apprenez à connaître votre voiture et vous allez devenir de plus en plus, comment dirais-je, un bon éco-conducteur. Il y a d'ailleurs des cours qui se donnent là-dessus pour des chauffeurs de camions, des chauffeurs d'autobus. Oui, mais je me souviens que, pour revenir à parler de Jacques Duval, je me souviens souvent, Jacques Duval, il y a plusieurs années, il disait pour sauver de l'essence, il faut conduire comme si on avait un œuf entre la pédale et notre pied. Ouais. Il dit c'est sûr que si vous l'écrasez, vous allez écraser l'œuf tranquillement, pas vite. C'est exactement la même chose qu'une voiture électrique. Ouais. Pour revenir à ce que tu disais aussi par rapport, les voitures ont tout un système pour vérifier, voir, moi ce que j'appelle ça le bulletin. Ouais. Moi, ce que je dis aussi à mes clients quand j'explique l'auto, je leur dis ça, là, ça vous donne la permission de m'appeler, savoir si vous avez un problème sur votre char. Parce que quand vous allez voir ça, dans le cas de la Chevrolet, c'est des barres. Fait que les fois, je dis quand les barres sont toutes dans le rouge, là, c'est pas le problème, le char. C'est le conducteur. Okay. Fait que ça donne une bonne idée. Fait que quand le client se pose la question, pourquoi je fais pas le kilométrage que je voyais? Allez voir ces écrans-là, ils ont tout ça. Allez voir ces écrans-là, ça va vous donner live votre bilan de conduite. Vous. Pas à ce que vous avez entendu à vous. Est-ce que le terrain va se faire que vous avez perdu du kilométrage, le chauffage, la température extérieure, votre conduite. Vous allez tout l'avoir là. C'est ça que c'est un très bon indicateur, savoir qu'est-ce que vous faites comme travail, vous, en tant qu'électromobiliste, pour conduire le véhicule. Puis c'est des choses que vous pouvez changer. Oui. Puis, deux petites choses en terminant. Lorsque vous conduisez puis que vous avez en tête, peut-être que
vous êtes étonné d'avoir une aussi mauvaise autonomie. Il est possible que ce soit parce qu'ils vendent fort ou que vous êtes dans beaucoup de côtes. Mais le vent a un impact particulièrement impressionnant sur l'autonomie d'un véhicule, surtout si vous l'avez en pleine face, là. Surtout en hiver. Et pourquoi est-ce qu'en hiver, le vent a encore plus d'effet? Parce que, écoutez bien ça, entre plus 30 degrés et moins 30 degrés, la densité de l'air augmente de 30 %. Donc, ce que ça veut dire, de 25 %, je m'excuse, de 25 %. Donc, augmentant de 25 %, ça veut donc dire que lorsqu'il fait très froid, c'est plus difficile de fendre l'air avec n'importe quelle voiture en hiver qu'en été. Peu importe la vitesse. Donc, évidemment, plus il vente fort et plus il fait froid et plus vous allez vite, plus ça va être affecté. Ça paraît encore plus qu'une voiture électrique parce qu'on l'a d'en face, là, comme on va faire le kilomètre avec le véhicule. Oui. Parce qu'une voiture à essence, c'est une jauge, on voit rien. Là. Oui. Cela dit, avec une voiture à essence aussi, lorsque vous conduisez de façon saccadée ou vous conduisez en fou, votre consommation va augmenter aussi. Moi, je veux dire, j'ai fait un contrat avec des livreurs de poulets pour une entreprise bien connue que je ne nommerai pas, où les livreurs avaient des voitures qui avaient des autonomies affichées d'environ 7-8 litres au 100. Pourtant, ils faisaient du 10 et du 11 litres au 100 parce qu'ils conduisaient en livreur. C'est ça. Fait que, donc, j'espère que ça vous aide à démystifier et à mieux comprendre la façon dont, on doit calculer l'autonomie d'une voiture électrique et ensuite, comment optimiser sa consommation parce qu'il y a moyen d'être très efficace lorsqu'on le veut. Yannick, je te remercie beaucoup, puis on va se revoir bientôt. Parfait. C'était Daniel Breton pour Montréal Autoprix, division hybride et électrique.